Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, vous le savez, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Allez, elle est là, Alix. On est parti. Voici le sommaire sans plus tarder de cette émission. Gros plan cette fois-ci sur les écoles d'excellence ruralité, des établissements qui réenchantent l'école dans les zones rurales dites défavorisées. Avec quelle recette, éléments de réponse dans un instant? Quelle est la situation dans ces territoires? Est-ce que les mesures prises par l'État sont de nature, oui ou non, à rétablir l'égalité des chances en ruralité? L'école peut-elle encore aujourd'hui tenir sa promesse républicaine? Élément de réponse là aussi dans un instant. Et puis la loupe au programme avec Alix, tu nous parles de l'association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles. L'expression orale, on y va. L'expression orale avec nos trois invités, je vous les présente sans plus tarder. Loïc Carvran, bonjour. Bonjour. Monsieur le député du Cher, merci d'être avec nous. Jean-Baptiste Noya qui est également présent. Bonjour. Vous avez déjà reçu il y a 2 ans, mon cher Jean-Baptiste, merci de revenir. Merci de m'avoir invité. J'adore faire des petits points d'étape comme ça. Cofondateur et délégué général d'Excellence Ruralité. Justement, on va parler en long et en large de vos établissements. Et on est en Skype. Bonjour, mon cher Jules Donzelot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, directeur scientifique de Job IRL. On les a déjà reçus, Job IRL. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? C'est une association nationale d'égalité des chances qui fait découvrir les métiers aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens notamment, pour les aider dans leur orientation scolaire et professionnelle. Merci d'être avec nous. Jean-Baptiste Noyac, vous avez fondé une toute première école, on s'en souvient. C'était, je crois, avec 11 élèves. Oui, exactement. Sur le parking, j'ai envie de dire, désaffecté d'un Lidl. Tout à fait. Dans le Cher. Dans l'Aisne, pardon. Dans l'Aisne. Dans le Cher, c'est pour bientôt. Dans l'Aisne, pardon. 7 ans plus tard, on en est où? Vous avez fait une conférence avec votre première étude d'impact. Quels sont les chiffres clés de cette étude? Alors, on en est beaucoup, Aujourd'hui, on a cette première école donc, qui a ouvert, compte maintenant une centaine d'élèves du CP à la 3e, donc avec pour mission de prévenir et de lutter contre le décrochage scolaire des enfants de ces territoires-là, dans un territoire qui est très touché par les défis éducatifs des ruralités. Vous avez un IPS qui situe notre établissement dans les 10% les plus défavorisés. Et pour vous donner quelques éléments de résultats 50% des jeunes au chômage, effectivement. Oui, exactement, dans ce territoire-là. 37% de décrochage scolaire. Et donc, en termes de résultats, ces élèves donc, qui sont parmi les 10% les plus défavorisés, au brevet, ils obtiennent des résultats qui les situent dans les 3% les plus favorisés. Donc, on arrive vraiment à inverser la sociologie, à inverser la fatalité, si je puis dire. Et donc, il faut rester très modeste sur ces résultats. C'est des résultats qui sont aujourd'hui sur de petits effectifs, sur de petits panels. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir continuer dans cette direction qui est encourageante. Un autre chiffre peut-être à partager avec vous, c'est que parmi nos élèves, vous en avez ceux qui entrent en 6e, donc on n'a pas eu au primaire encore, qui arrivent en 6e avec d'importantes lacunes. Et la moyenne de l'établissement en termes de fluence de lecture, par exemple, était dans un niveau inférieur à celui de CM1, à la fin de leur année de 6e, ils ont tous un niveau qui correspond à un niveau de 6e. Et donc, il y a ce rattrapage de plus de 2 ans de retard qui est possible grâce à ces méthodes de petits effectifs, de suivi personnalisé, de relations étroites avec les professeurs qui sont également des éducateurs et qui entretiennent vraiment ce lien avec les enfants pour leur redonner confiance. Et puis avec les parents également, parce que c'est très important de raccrocher aussi les parents à l'école. Combien d'écoles aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 2 établissements, donc un à La Fère et puis un deuxième qui a ouvert en Charente, dans une petite école communale qui avait fermé et dont le maire était un petit peu très triste de ne pas pouvoir la maintenir ouverte. Et donc, elle avait fermé depuis 6 ans. On s'est installé, on a ouvert un collège avec 7 élèves en 2022, il en compte 30 cette année. Donc l'enjeu, c'est de continuer sur cette dynamique-là. On ouvre un autre projet en septembre prochain en Bourgogne, à côté d'Autun. Et puis on en a d'autres avec monsieur le député, notamment dans le Cher. Donc voilà, l'idée, c'est de continuer sur cette trajectoire qui répond à des problématiques bien claires, souvent assez peu médiatisées, mais bien réelles. Jean-Baptiste a parlé d'IPS, je précise, indice de position sociale, exactement, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Monsieur le député, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Tout, oui, mais plusieurs choses. D'abord, peut-être parce que vous luttez contre cette idée qu'il y a certains enfants qui ont l'impression de ne pas être nés au bon endroit. Et je trouve que c'est un aspect très intéressant des écoles d'excellence ruralité. C'est aussi de travailler sur la confiance en soi, sur la fierté de son territoire, etc. Et c'est important quand on a grandi à la campagne. Moi, c'est mon cas. J'ai grandi dans un petit village de 30 habitants. Et c'est un axe qui est important. La deuxième chose, c'est que les politiques nationales autour de l'éducation prioritaire, aujourd'hui, la carte de l'éducation prioritaire, elle ne sait pas prendre en compte la ruralité.
il y a très très peu d'écoles rurales qui sont en REP dans les réseaux d'éducation prioritaire pour différentes raisons. L'éducation prioritaire ne sait pas prendre en compte les spécificités, par exemple la Pourquoi distance. pas sous les radars C'est à la fois c'est vraiment la façon dont est construite l'éducation prioritaire qui est pensée au départ plutôt pour les quartiers et les banlieues. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup séduit, Excellence Ruralité. Puis au-delà, il y a plein de principes sur le retour de l'autorité, de l'effort, etc. On pourrait parler de la tenue unique, de la Marseillaise, qui sont aussi des sujets intéressants. Jules Donzelot, Jean-Baptiste Noyague égrenait quelques chiffres, effectivement. On n'a pas parlé de tous les chiffres, effectivement, qui sont issus de cette première étude d'impact d'Excellence Ruralité. Mais le message fort, c'est qu'on peut inverser cette courbe assez rapidement avec ces méthodes. Absolument. Eh bien, oui, Jean-Baptiste fait la démonstration avec Excellence Ruralité que, comme il le disait, on peut faire mentir la sociologie qui, à la base, prédit une espèce de reproduction sociale par l'école. Et finalement, avec Excellence Ruralité, on voit effectivement que, assez rapidement, on peut augmenter très fortement le niveau scolaire des élèves et donc inverser une tendance a priori négative pour eux. Jean-Baptiste Noyague, je vois que d'après votre étude d'impact, 91% des anciens élèves poursuivent leurs études après la troisième et sont aujourd'hui insérés en formation ou en emploi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement leur redonner le coup à l'école, c'est aussi que tous ces jeunes qui sont effectivement dans ces zones rurales pensent à leur avenir. Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, on a un certain nombre de problématiques dans ces territoires ruraux qui passent en effet sous les radars. L'urgence éducative en zone rurale, c'est vraiment l'impensé de notre politique éducative. C'est-à-dire que monsieur le député rappelait le fait qu'il y a très peu accès, par exemple, aux politiques d'éducation prioritaire dans les zones rurales, parce qu'aujourd'hui, concrètement, vous avez 2 fois moins de chances de bénéficier des politiques d'éducation prioritaire quand vous êtes en zone rurale que vous êtes un jeune urbain. Vous avez ce sentiment aussi de relégation qui est lié aux fermetures de classes. Là, dans notre département de l'Aisne, 47 classes vont fermer à la rentrée. Alors, je veux bien qu'en effet, il y a une déprise démographique, mais le sujet est quand même pas uniquement comptable. On ne peut pas penser l'école uniquement sous un plan comptable parce qu'il y a une notion d'égalité d'abord, parce qu'en fait, les gens ne sont pas traités de la même manière selon qu'ils vivent en ville ou à la campagne. Et puis, il y a aussi une notion importante, à mon avis, d'investissement dans l'avenir. L'école, c'est le ministère du futur. Si on vous dit, mais en fait, vous ne faites pas partie des plans, en fait. À partir du moment où on ferme la classe dans le territoire où vous êtes, et puis tant pis pour vous. Et puis en plus, on vous avait dit qu'on vous préviendrait 3 ans à l'avance, mais là, comme c'est le cas dans certaines villes de mon département, on vous dit, en fait, les gens l'ont appris par les médias, si vous voulez, que les classes allaient fermer. Il y a une urgence véritable à prendre en compte ce problème de l'urgence éducative en zone rurale de manière globale. Et donc, moi, je me réjouis de voir que des personnes comme monsieur le député se saisissent de ces sujets, les portent à la fois de manière au niveau national et puis c'est un sujet qui doit faire consensus, en plus transpartisan, j'imagine. On aimerait bien, mais c'est vrai que malheureusement, c'est aujourd'hui pas comme ça qu'il est abordé. Loïc Avran, 40 à 60 classes justement sont menacées de fermeture dans le Cher pour la rentrée de septembre 2024. Quelles seraient les conséquences pour les écoles rurales précisément ? Alors, il y a beaucoup de conséquences. D'abord, pour les enfants, il y a une question de bien-être parce que quand vous fermez l'école, la classe à proximité, ça veut dire beaucoup de temps dans le quart scolaire, très, très concrètement. Il y a des conséquences sur l'apprentissage puisque fermer une classe, c'est augmenter le nombre d'élèves par classe. Et on voit chez Excellence Ruralité à quel point le faible nombre d'élèves est lié à la réussite. Et puis, il y a une conséquence pour les élus, pour les communes, parce qu'une école, c'est l'attractivité de la commune. Vous êtes une famille. Vous avez le choix entre 2 communes, vous choisissez celle où il y a une école. Et donc on risque d'aggraver la crise démographique de la ruralité en supprimant finalement le service public d'éducation au plus près des territoires. Jules Donzelot, comment on redonne confiance à tous ces jeunes et justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche d'Excellence Ruralité et peut-être plus précisément du cours Clovis? Comment on recrée du lien avec cette jeunesse? Effectivement, c'est une bonne question. Alors, moi, j'allais rebondir plutôt en vous disant Excellence Ruralité a effectivement surmonté un premier défi et fait la démonstration qu'on pouvait le surmonter. C'est le défi de l'échec scolaire ou des difficultés scolaires, effectivement, en zone rurale. Il reste un autre défi, et c'est ce que j'ai développé avec Jean-Baptiste dans l'événement à l'ascenseur, c'est justement l'enjeu de l'orientation scolaire et professionnelle et des aspirations des élèves qui sont, dans les territoires ruraux, particulièrement défavorisés
par rapport à la moyenne nationale. On sait que les territoires ruraux, vous savez, c'est à peu près un tiers des jeunes Français. Donc c'est vrai qu'on fait un peu une fixette à travers les politiques publiques sur les quartiers prioritaires, la politique de la ville, parce qu'il y a une concentration très visible des difficultés, tandis que dans le rural, c'est beaucoup plus épars dans tout le pays. Et néanmoins, il y a des études, alors je peux effectivement rapidement citer une étude qu'on a fait réaliser plusieurs associations d'égalité des chances en novembre 2023 par l'Institut Via Voice et qui montre qu'il y a un décrochage des aspirations académiques des élèves en territoires ruraux, notamment des élèves de familles modestes, et que, en gros, si vous êtes un élève de famille modeste en territoire rural, c'est là que vous avez la plus faible probabilité d'accéder un jour aux études supérieures. Et ce décrochage d'aspiration, c'est un défi en soi, puisque un élève qui aura une idée d'orientation, qui aura une idée de métier, une idée d'études et une envie qui va avec ses idées, ses projections, il aura aussi plus tendance à s'engager dans sa scolarité et à essayer d'avoir des bonnes notes. C'est-à-dire qu'il y a un effet sur la motivation de l'aide à l'orientation, et Excellence Ruralité va déjà plus loin que la plupart des écoles publiques et privées dans le rural sur l'axe de l'orientation, mais comme je leur expliquais, on peut aller encore plus loin et c'est un défi très très important pour le rural. Le député, ce fossé aspirationnel, effectivement, comme on peut le dire, vous le mesurez au quotidien ? Oui, juste un exemple dans le Cher, et pour montrer aussi à quel point ça a des impacts sur le territoire. Vous voyez, dans mon département, nous envoyons beaucoup moins de jeunes que ce que nous devrions, si on regarde la population de jeunes, en études de médecine. Parce que les études sont loin, parce qu'il y a une sorte de plafond de verre, parce qu'il y a cette question aspirationnelle. Et donc derrière, c'est aussi moins de jeunes du Cher qui ont fait leurs études de médecine et qui demain s'installeront dans le Cher pour exercer et être médecin généraliste. Et ça a un impact sur l'attractivité du territoire, l'accès aux soins, d'autres services publics. Et on voit comment tout ça est lié. Jean-Baptiste Noyac, je posais la question effectivement à Jules Donzelot sur peut-être la recette du succès. Et je crois que le cadre que vous donnez à ces élèves est une grande partie de votre réussite. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait d'offrir un environnement apaisé, un environnement où en fait on met des personnes devant des personnes, ce qui est une grande qualité de nos territoires à la base, mais qui l'humain. Mais oui, il faut réinjecter de l'humain, quoi. Mais qui tend à se distendre, ce lien social, par les distances, par la vie qui s'emballe, où on a toujours beaucoup de choses à faire. Donc des enfants qui aujourd'hui sont dans des situations familiales où les parents travaillent, il faut emmener les enfants très tôt et puis aller récupérer un peu tard. Comment on recrée de l'humain ? Comment on recrée une communauté éducative autour de l'école ? Comment on redonne confiance aussi à des familles ? Vous savez, l'école, c'est la première institution à laquelle on est confronté. Il n'y a pas d'autre institution plus importante, en fait, et plus quotidienne que l'école. Et cette défiance qu'on voit se matérialiser, qu'on a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, qu'on a vu ensuite dans le mouvement aujourd'hui avec les agriculteurs, en fait, cette fracture territoriale, je crois que si on veut la résorber, c'est par l'école qu'il faut commencer. D'abord parce que, comme le disait monsieur le député, c'est en investissement dans les talents de ces territoires qu'on parviendra à renouer avec le succès, avec la prospérité, mais aussi parce que c'est un moyen de donner confiance et que beaucoup de cette jeunesse, comme toute jeunesse, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle a de la valeur, elle a besoin qu'on lui dise et qu'on reconnaisse ses talents et qu'on lui donne le moyen de les exprimer et de montrer qu'elle a une place dans notre société. D'un côté, on lui redonne confiance, effectivement, en la valorisant, en lui prouvant, en lui montrant qu'elle a du talent. Et de l'autre côté, il y a aussi des règles à respecter, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est le principe de l'école. Mais si vous voulez, je pense qu'à partir du moment où vous mettez de l'humain, où vous beaucoup de professeurs aujourd'hui ne demanderaient pas mieux que de pouvoir avoir du temps pour créer une relation avec leurs élèves. Aujourd'hui, vous êtes dans une société où l'autorité ne se décrète plus a priori, il faut la bâtir dans la relation. Et donc, ce cadre qu'on offre en permettant aux professeurs d'entretenir une relation étroite avec les élèves, avec les parents, c'est la condition du succès. Et c'est ça qui fait que, on peut du coup se concentrer sur les apprentissages au lieu, comme malheureusement le constate le rapport PISA, de consacrer dans la plupart de nos établissements scolaires beaucoup de temps à la discipline. Tout ça, c'est un cadre qui est lié en fait à l'idée de subsidiarité et d'une vision organique de l'école, où on sort de la dimension uniquement administrative et on se dit comment est-ce qu'on met des personnes devant des personnes plutôt que des fonctions devant des fonctions.
Et la tenue unique, pour vous, monsieur le député, ça fait partie intégrante du cadre qui doit être posé à ces élèves? Oui, et puis je crois que ça correspond aussi à cette aspiration d'égalité des chances. C'est un peu l'incarnation de ça, l'effacement des différences sociales à l'intérieur de l'école. Puis il faut dire aussi que ça résout pas mal de sujets. Un jour c'est l'abaya, un jour c'est le crop top, etc. Bon, la tenue unique, elle résout aussi ça et elle donne un cadre d'apprentissage. Tout à fait. Oui, oui. Et puis, je crois aussi, bien sûr, je souscris à tout ça. Et je crois aussi que c'est un élément essentiel, un outil essentiel pour montrer aux élèves qu'ils ne se réduisent pas à leurs aspects extérieurs et qu'ils ont une valeur intrinsèque et que ce qui prime sur l'avoir, c'est l'être. Ils vont pouvoir se distinguer parce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et non pas parce qu'ils ont à l'extérieur. Et ça, je pense que d'un point de vue éducatif, c'est clé à cet âge-là. Comment vous recrutez vos profs, vos profs éducateurs, si je puis dire? Alors, c'est quoi vos critères? Les critères, ils sont simples. D'abord, c'est un critère de compétence académique, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient au moins un master dans la matière principale qu'ils vont enseigner, et ça, on est très vigilant à ça. Et puis ensuite, ils sont accompagnés dans des formations pour tenir cette exigence-là. Et puis, une expérience aussi dans le domaine éducatif. On fait attention à ce qu'ils sachent interagir avec les jeunes, parce qu'ils ont été dans des centres de vacances, dans des colonies, dans des mouvements de jeunesse, qui leur donne cette relation-là. Et puis on travaille aussi cette relation-là. Vous les formez? On les forme notamment à ce qu'on appelle la discipline positive. C'est un cadre très utile qui permet, c'est un cadre de fermeté et de bienveillance, et qui permet de vraiment aider les jeunes à se sécuriser, à la fois à appartenir et à contribuer à un projet, et à trouver leur place, à trouver eux-mêmes les solutions aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. On a un temps qui s'appelle le temps d'échange en classe dans l'établissement, où vous avez les élèves de la classe, une fois tous les 15 jours, qui réfléchissent ensemble, qui posent ensemble les problèmes qui peuvent se présenter dans l'établissement, et qui vont réfléchir ensemble aux solutions qui peuvent Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être, la dernière fois que j'y étais, c'était comment ça se fait. Alors c'est parfois, c'est oui, un peu évident, mais là c'était comment on peut faire pour que un tel arrête de faire des croche-pattes à un tel. À un tel, ouais. Alors bon, au moins le problème est évoqué, il est posé. Du coup, on évite tous les sujets. C'est de la médiation, exactement. Et puis ça développe les compétences relationnelles qui sont essentielles en fait. Moi, quand je parle avec un chef d'entreprise pour les stages de nos élèves, il me dit, moi, ce qui m'importe, ça n'est pas du tout qu'ils connaissent le métier qu'on va faire, c'est qu'ils aient les savoir-être, c'est qu'ils sachent, qu'ils soient ponctuels, qu'ils soient fiables, qu'ils soient capables de se comporter de manière correcte avec les clients. Et ça, eh bien, c'est vraiment ce qu'on peut offrir à nos élèves, et qui est à mon avis clé pour le monde de demain. Parce qu'en fait, demain, le seul moyen d'avoir une valeur ajoutée par rapport aux algorithmes ou aux robots, c'est de développer ces compétences humaines. Donc c'est ce qu'on essaie aussi de faire. Les soft skills, le savoir-faire passe après limite le savoir-être aujourd'hui, en 2024 en France? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que monsieur disait est extrêmement juste. Les employeurs aujourd'hui, ils me disent, moi, je ne cherche pas à recruter telle ou telle compétence, tel ou tel talent. Voilà, je veux quelqu'un qui va se présenter, qui va m'appeler s'il ne peut pas venir, qui va se comporter de manière décente quand il a face à face avec des clients. Et donc, c'est un des enjeux principaux aujourd'hui de l'éducation. Après, tout ce qui est savoirs fondamentaux, etc., et les ministres successifs l'ont bien rappelé. On a aussi un enjeu énorme, et vous rappeliez bien ce besoin de rattraper. Parfois, quand vous avez des élèves en 6e qui ont un niveau de fin de CM1, de rattraper sur la lecture, l'écriture, des choses très très basiques. Bien sûr. Où finalement, les enfants passaient d'une classe à l'autre sans qu'on adresse ces questions. Voilà, mais les deux sujets, ils vont ensemble. Jules Donzelot, le savoir-être, c'est l'un des éléments centraux aujourd'hui pour notre jeunesse? Oui, on en est convaincu, en tout cas chez Job IRL, puisqu'on fait un énorme travail d'accompagnement des collégiens, des lycéens, des jeunes aussi qui cherchent une alternance sur l'acquisition de ces soft skills, qui sont effectivement, les entreprises nous le disent, je le confirme, la première qualité, entre guillemets, attendue pour des recrutements le moment venu, puisque ça reste quand même la finalité de l'école. Donc oui, je confirme. Je confirme aussi d'ailleurs que Job IRL est à fond aussi sur cette idée qu'il est extrêmement important d'avoir une communauté humaine autour des jeunes. Alors la force d'Excellence Ruralité, c'est vraiment, et moi je suis fasciné par leur capacité à faire communauté autour des élèves,
dans la salle de classe, dans l'école, dans la cour d'école, dans les échanges avec les professeurs, dans les séances du jeudi après-midi où ils partagent leur passion personnelle avec les élèves. Et je pense que voilà, tout ça est vraiment très fort. La relation avec les parents aussi, dont Excellence Ruralité est extrêmement forte. Du côté de Job IRL, on va plutôt essayer de leur apporter ce qu'on appelle en sociologie des liens faibles. Vous voyez, les liens forts, c'est vos liens de proximité, c'est la famille, l'entourage, les profs que vous connaissez au quotidien. Et les liens faibles, ça va plutôt être le réseau élargi. Ça va être des gens qui exercent des métiers susceptibles de vous intéresser, mais qui habitent loin, puisque ces métiers n'existent pas à proximité de chez vous. Et dans ce cas-là, voilà, sur jobirl.com, on essaie de faire en sorte d'avoir une communauté très large de actuellement 8000 professionnels qui répondent aux questions des jeunes sur leur métier, même quand ces métiers n'existent pas à proximité. Et voilà, tout ce qui va être le renforcement des soft skills et de la capacité des jeunes à se projeter dans un univers le plus élargi des possibles pour faire une orientation vraiment choisie, tout ça, ça rentre dans une dynamique extrêmement positive. Oui, simplement pour préciser que cette question des savoir-être, il y a un enjeu évidemment sur le marché du travail, l'insertion, etc. Mais c'est aussi l'enjeu d'être un citoyen, de pouvoir cohabiter avec les autres, de connaître son territoire, d'en être fier, etc. Et je voulais juste pas qu'on donne collectivement l'impression qu'on était dans une approche uniquement utilitariste visant à alimenter un marché du travail. Ça va bien au-delà et je crois que c'est le projet d'Excellence Ruralité aussi. La loupe d'Alix Nguyen. Alix, un lycéen parisien a 3 fois plus de chances d'accéder aux grandes écoles qu'un lycéen à Lot-et-Garonne. Oui, et 18 fois plus de chances d'accéder aux 10% des grandes écoles les plus sélectives. Et ça, c'est l'association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles qui l'affirme. Elle met en lumière la sous-représentation des élèves du territoire dans les filières sélectives. Et cette disparité, elle l'attribue à 3 facteurs principaux. Une connaissance inégale de l'enseignement supérieur, l'autocensure et bien sûr le manque de moyens financiers, une situation qui impacte non seulement les trajectoires individuelles, mais dont les répercussions se font aussi sentir sur le dynamisme du territoire. L'association a été créée en septembre 2022 par des étudiants de grandes écoles lot-et-garonnais et dont l'objectif est d'encourager les jeunes du département à emprunter la même voie. On écoute Nathan Morel, le président de l'association. Les lycéens lot-et-garonnais sont effectivement frappés par les inégalités sociales, mais aussi territoriales, en se disant qu'ils ne peuvent pas atteindre certaines filières, quand bien même ils en auraient tout le potentiel. Et nous, ce que nous leur disons, avec les 60 adhérents de notre association lot-et-garonnaise, du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, c'est qu'ils peuvent dépasser ces barrières et qu'il ne faut pas qu'ils s'en mettent davantage qu'il en existe déjà. On est là pour faire du mentorat, les accompagner. Cette année, on a 23 binômes mentorés que nous avons constitués. C'était 15 l'an dernier. On a touché l'an dernier aussi 1300 lycéens dans le cadre de nos interventions dans les lycées. Les 10 lycées du département public, à la fois généraux mais aussi agricoles, parce qu'on est attaché au fait de mettre en avant les spécificités de notre territoire et montrer que nous y sommes pleinement ancrés. Et puis, nous proposons aussi des événements annexes. Je pense à un concours d'éloquence aussi que nous proposons depuis 2 ans, qui marche beaucoup. Et puis aussi à des visites d'entreprise, parce que c'est important de montrer que notre territoire est dynamique et qu'il recrute aussi, à la fois en emploi, mais aussi des jeunes dans le cadre de leur formation, en stage ou en alternance. Nathan est aujourd'hui élève administrateur à l'Institut national des études territoriales à Strasbourg, soit l'équivalent de l'ENA dans les collectivités. Son action se fonde sur les retours de tous les acteurs concernés, proviseurs, lycéens, parents d'élèves ou encore pouvoir public. Et elle répond à un besoin réel, celui de remédier à l'inégalité des chances en ruralité tout en favorisant le retour au territoire. D'ailleurs, au-delà de la sensibilisation et de l'accompagnement des élèves, l'association s'engage à valoriser le département en travaillant avec des partenaires locaux. Jean-Baptiste, est-ce que vous identifiez, comme du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, les mêmes facteurs quant à cette disparité, à savoir une connaissance inégale de l'enseignement supérieur, l'autocensure et le manque de moyens financiers ? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on fait un travail sur l'orientation beaucoup avec nos élèves et avec les familles. On a 18 heures d'accompagnement en 3e. On a un travail avec une
une entreprise mécène, le groupe L'Oréal, dont les équipes RH viennent former nos élèves pour des entretiens et pour les aider à rédiger un CV et tout ça. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Il faut qu'on prenne le sujet plus en amont. C'est l'objet du contact qu'on a eu avec Jules Donzelot, c'est de se dire en fait tout ça, ça part de besoins primaires qu'on n'a pas forcément nourris, et notamment dans l'information. Donc il faut commencer plus tôt. Et puis il y a un vrai sujet que vous avez évoqué, et ça qui est à mon avis qui devrait faire l'objet d'une politique publique, c'est qu'en fait aujourd'hui, quand vous êtes un étudiant du Lot-et-Garonne, quand vous êtes un enfant de l'affaire, vous n'avez pas les moyens de vous loger à Paris. Donc comment on fait pour faire des grandes études, et même à Amiens, hein. Enfin, il y a un vrai sujet financier, c'est-à-dire qu'au-delà même de toutes les questions d'ambition et de projection. Jules Donzelot, sur cette thématique? Oui, bah écoutez, je confirme. En réalité, moi j'étudie beaucoup les pays anglo-saxons qui présentent sur cette question spécifique de l'égalité des chances d'accès aux études supérieures des solutions et des raisonnements qui sont assez innovants par rapport à ce qu'on a en France. Et comme le disait Jean-Baptiste, il y a des besoins primaires auxquels il faut répondre avant même d'aller lutter contre l'autocensure. Et ces besoins primaires, ça va d'abord être l'engagement parental, l'accès des parents à l'information sur les études supérieures. Qu'est-ce que c'est? Combien ça coûte? Il faut aller où? Comment on fait pour se loger? C'est quoi les aides dont on peut disposer? Il faut débloquer déjà la possibilité d'imaginer ce monde-là des études supérieures pour leurs enfants avant de les accompagner précisément dans l'accès à telle ou telle filière. Donc il y a vraiment un enjeu très très fort là-dessus. Je me permets de rebondir très rapidement dans le même axe, sur la question qu'on soulignait tout à l'heure, le fait qu'on a une géographie prioritaire en France qui privilégie les quartiers prioritaires politiques de la ville, donc en gros des territoires urbains par rapport aux territoires ruraux. La raison en est qu'on prend un critère qui est le critère des revenus. Donc on s'intéresse uniquement au niveau brut, le nombre d'euros que touchent les familles dans ces quartiers qui fait ressortir cette géographie prioritaire des quartiers politiques de la ville. Ce qui est intéressant avec le modèle anglo-saxon, c'est qu'ils ont un autre type de géographie prioritaire, qu'ils appellent une géographie prioritaire de l'inégalité des chances d'accès aux études supérieures, justement. Et on prend un autre critère. On va faire quartier par quartier, aussi bien dans le rural que dans l'urbain, un traitement d'analyse statistique qui va permettre de montrer quartier par quartier, quelle est la part des jeunes de ce territoire qui, entre 18 et 20 ans, accèdent aux études supérieures. Et ça vous permet d'identifier dans tout le pays, en mettant sur un pied d'égalité les zones rurales et les zones urbaines, tous les hotspots, tous les territoires où il y a urgence à aller élever les aspirations, puisque c'est la deuxième étape après l'engagement parental, pour leur donner envie, leur donner des possibilités de se projeter dans les études supérieures. Et après, on fait le travail de lutte contre l'autocensure, puisqu'on aura la possibilité d'éviter l'autocensure de certaines aspirations qu'ils auront développées. Mais si je n'ai pas déjà des aspirations, je n'ai pas grand-chose à censurer. Et donc, il faut d'abord faire ce travail-là. Et c'est effectivement ce dont on parle beaucoup avec Excellence Ruralité, qui a déjà un petit peu pris les devants sur cette question. Ça, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi les politiques publiques ne s'emparent pas, ne changent pas effectivement de focale et d'outils peut-être? L'algorithme, j'imagine qu'il n'est pas dur à trouver, non? On aimerait bien qu'il le fasse. J'ajoute à ce que vient de dire Jules Donzelot, c'est qu'il y a dans les critères qui excluent d'office mécaniquement les zones rurales des moyens de la politique d'éducation prioritaire, il y a le fait qu'on lie ces fonds au quartier prioritaire de la politique de la ville. Or, par nature, c'est dans les territoires où il y a au moins 10 000 habitants. Oui, en termes de densité, c'est autre chose. Juste pour terminer sur une note positive, je voudrais juste raconter l'histoire d'une jeune fille qui était dans nos premiers élèves, qui s'appelle Jade, qui est à l'affaire. Exactement, dans une famille qui a fait confiance à l'école dès le début et qui aujourd'hui, eh bien, alors que je crois ses parents n'avaient pas fait d'études supérieures, eh bien elle est actuellement à l'université d'Amiens en master des métiers de l'éducation et elle se destine à devenir institutrice, si possible, au cours Clovis. Donc voilà, on peut vraiment changer la donne et il suffit de se saisir de ces sujets-là et de fait c'est une urgence qui je crois mérite, comme s'y consacre monsieur le député et d'autres, mérite qu'on y porte attention parce que c'est vraiment la cohésion de notre pays qui est en jeu. Il faut que ce soit forcément une réponse pour qu'on y arrive, une réponse coordonnée, personnalisée, avec beaucoup de temps et aussi beaucoup d'humains, et que comme ça, qu'effectivement, on va pouvoir relever le niveau et sortir tous ces jeunes, effectivement, de l'oubli.
Je crois que l'intérêt d'Excellence Ruralité, c'est de nous montrer la voie, de nous montrer que c'est possible, de nous montrer qu'on peut inverser finalement des choses qu'on croyait irréversibles. Et ensuite, charge à nous de porter des politiques publiques d'ampleur nationale qui finalement prennent mieux en compte la ruralité. Parce que changer d'algorithme. En réalité, voilà, ce dont on parle là sur l'éducation, c'est vrai sur beaucoup d'autres choses. Il y a plein d'études sociologiques aujourd'hui qui disent que la mobilité sociale est plus forte en Seine-Saint-Denis que dans beaucoup de départements ruraux, parce que vous êtes plus près des bassins d'emploi, plus près des universités, où vous avez plus de mobilité, etc. Donc c'est aussi remettre la ruralité au cœur des politiques publiques. La Californie, il paraît. Merci beaucoup à tous les trois. C'était le petit mot pour rire de la fin. Merci beaucoup, monsieur le député Loïc Carvran, député du Cher. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Noya, cofondateur et délégué général d'Excellence Ruralité. On croise les doigts, bien sûr, pour votre troisième établissement qui serait pour septembre, là. Pour septembre prochain. On croise les doigts. Et Jules Donzelot, sociologue et directeur scientifique de Job IRL. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter cette étude d'impact. Effectivement, ces très beaux projets boostés et portés par Excellence Ruralité. Un grand merci à Alix Nguyen d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission sur le MAG.